Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau format de vidéo Quoi de neuf sur la résine. Un format qui aura pour but de vous résumer les compétitions d'escalade qui sortiront donc, comme je l'avais annoncé, à part des Caillou News. Et pour commencer ce format, on va revenir sur la Coupe du Monde de combiné qui se déroulait à Morioka Iwate au Japon il y a 2 semaines. Alors à l'avenir, les résumés se feront évidemment un peu plus resserrés par rapport à la compétition, mais je voulais absolument faire un test avant la fin de saison compétitive pour mieux préparer le suivi de la saison prochaine. Dans le contexte, Morioka Iwate était donc la dernière compétition du circuit IFSC de l'année. Elle devait à l'origine se dérouler en mai et faire partie du circuit compétitif de bloc avant d'être repoussée et finalement transformée en épreuve de combiné pour tester ce futur format olympique. Étant donné la date tardive de la compétition, on retrouve beaucoup d'absents comme Adam Ondra, Janja Garnbret, Stefano Ghisolfi ou encore Jakob Schubert qui se consacrent déjà à la falaise, mais aussi les Français Fanny Gibert, Manu Cornu ou encore la Serbe Stasa Gejo qui eux participaient tous aux internationaux de Mayenne, malheureusement programmés le même week-end. Au niveau du format, rien de très nouveau, il s'agit d'une addition des points glanés en bloc et en difficulté avec 100 points au maximum dans chaque discipline. Côté bloc, je vous rappelle que chacun des tracés est divisé en 2 zones et un top avec 5 points pour la première zone, 10 pour la deuxième et 25 pour un top, tandis qu'un essai raté fait perdre 0,1 point. A noter que pour gagner du temps sur un format assez long, les finalistes passaient en simultané sur plusieurs blocs. En difficulté, c'est aussi assez simple, on commence à gagner des points à partir d'un certain nombre de prises en dessous du top, à partir de la 40e prise exactement. De la 40e à la 30e prise, on gagne 1 point, de la 30e à la 20e, on gagne 2 points, 20e, 10e, 3 points, et 10e jusqu'au top, 4 points. Et maintenant que la présentation du contexte est faite, on peut passer à la finale femmes. Dans les qualifiés, on retrouve un 8 pas vraiment diversifié, 4 japonaises, une slovène, une coréenne et 2 américaines. Pas de françaises, nos 2 représentantes Manon Illy et Oriane Berton échouent malheureusement à la 12e et 14e place. On fera surtout un gros focus sur la japonaise Ai Mori, la grande favorite de la compétition. C'est très simple, cette saison Ai Mori n'a pris part qu'à 3 coupes du monde pour autant de victoires, battant même à 2 reprises la slovène Janja Garnbret qui imposait pourtant sa domination sans partage depuis 2 ans. À côté, l'américaine Natalia Grossman et la coréenne Chae-yoon Seo feront office de solides outsiders, chacune spécialiste d'une discipline, le bloc pour l'américaine et la diff pour la coréenne. Enfin, la japonaise Mio Nonaka et Brooke Rabutu peuvent aussi prétendre à une médaille, même si on imagine difficilement l'or pour les 2 compétitrices, un peu juste dans l'une ou l'autre des disciplines là aussi. Le premier bloc féminin n'est autre qu'une dalle avec un gros mouvement de coordination pour aller chercher la première zone au niveau du 2e module, pour ensuite se lever sur ses pieds vers le top malgré l'inclinaison presque nulle du module. Le premier mouvement ne départagera pas vraiment les compétitrices qui réussiront toutes à l'enchaîner et obtenir les points de la zone haute, mais certaines y laisseront pas mal d'essais comme l'américaine Brooke Rabutu ou la japonaise Natsuki Tani. Après ce mouvement déjà bien compliqué, les grimpeuses prendront alors des chemins différents, certaines comme Futaba Ito ou Mia Crumple optant pour la Zippet Time, alors que seules Ai Mori, Natalia Grossman et Chae-yoon Seo réussiront à se stabiliser et prendre la tête de la compétition. Suite à cela, le 2e bloc commence par un jeté avec une séquence de coordination au niveau des mains pour se stopper avant d'enchaîner avec un rétablissement aidé par une petite réglette à matcher pour aller chercher le top. Et alors que la coréenne Chae-yoon Seo perdra son avance en ne réussissant pas le premier mouvement, les 2 favorites de la discipline Ai Mori et Natalia Grossman ne broncheront pas, même si la japonaise devrait y laisser un peu plus d'essais que l'américaine, un peu plus à l'aise sur celui-ci. On notera aussi les tops de Mio Nonaka et Brooke Rabutu qui reviennent dans la course avec 2 jolis runs. Le 3e bloc commence sur un départ en boîte avant de traverser vers la droite avec un mouvement en compression pour déjà atteindre la zone haute, puis une fin un peu plus dynamique pour attraper l'avant-dernier macro avant de se stabiliser sur le top. Dessus, nos 2 dernières grimpeuses avec 2 tops se montrent encore impériales, Natalia Grossman ira même de son flash, tandis qu'Ai Mori devra s'y reprendre à 2 fois pour rejoindre son adversaire en tête du classement. On y remarquera le passage de la japonaise Futaba Ito avec un classique j'y suis plus, avant de finalement le topper sur son 2e essai. Le 4e bloc clôture l'épreuve sur un profil assez physique avec une séquence feet first, soit les pieds en premier pour atteindre la zone haute, puis un rétablissement compliqué avec 2 pains sur des volumes pour aller chercher le top. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait bien sa place de dernier bloc, alors que toutes les finalistes se cassent les dents sur l'avant-dernier mouvement, Natalia Grossman réussira à l'enchaîner sur le gong, validant définitivement sa première place provisoire et pouvant même espérer engranger les points d'avance sur sa concurrence directe. Mais ce ne
sera qu'un doux rêve puisque la japonaise passera à peine 1 minute 30 sur le tapis et flashera le bloc avec une facilité déconcertante. À l'issue du bloc, on voit donc mal comment la victoire pourrait échapper à Ai Mori ou Natalia Grossman qui sont déjà largement en tête de la compétition. Et si Natalia peut subir de certaines défaillances en difficulté qui n'est pas sa discipline préférentielle, Ai Mori, elle, peut déjà penser à la victoire si elle assure son niveau de grimpe habituel. Un peu plus de 30 points derrière, la 3ème place reste ouverte et on mettrait bien une petite pièce sur la coréenne Cha Eun-seo quand on connaît sa domination face aux autres compétitrices en difficulté. Concernant la voix, c'est une très belle innovation de l'IFSC qui pointe le bout de son nez. Plutôt que de se compliquer la tâche à compter les prises, la voix compte au total 40 prises divisées en 4 sections de 10 et chacune de couleurs différentes. Et si ces couleurs peuvent paraître aléatoires, eh bien elles délimitent en fait chaque zone de points dont je vous ai parlé précédemment. Le profil de la voix est lui légèrement déversant avec un toit à l'entrée de la dernière section. On commence sur une section assez classique avec quelques pinces et quelques réglettes avant d'enchaîner sur une autre section à pinces, puis d'enchaîner sur une traversée un petit peu plus technique dans la zone rouge. Et enfin, il faudra se redresser pour rentrer dans la zone verte avec quelques pockets sur module pour ensuite aller chercher le top. Le premier passage de la Slovène Mia Krumpel se solde par une chute à la sortie de la section bleue alors qu'elle fait le mauvais choix de vouloir skipper une petite réglette sur la gauche, visiblement en mauvaise position pour aller la chercher. Vient ensuite Futaba Ito qui arrive au même endroit, elle va alors chercher plutôt la réglette mais semble viser quelques centimètres plus haut et la rate, ce qui l'enverra au sol plus tôt que prévu avec seulement 30 points de plus. Vient ensuite les passages avec plus d'enjeux, la coréenne Cha Eun-seo ne se fera elle pas avoir et continuera sa course sur la section rouge, usant des talons pour traverser puis tombera à l'entame de la section verte en tentant d'aller chercher une petite pocket sur volume mais prendra bien la première place du général, 40 points devant Natalia Grossman et Ai Mori, ce qui semble en effet très peu pour un retournement de situation et décrocher la médaille d'or. Derrière, le passage de la japonaise Natsuki Tani sera globalement similaire, tombant quelques mouvements avant Cha Eun, mais son maigre total de points à l'issue du bloc ne lui permettra pas d'espérer grand chose. C'est alors à l'américaine Brooke Raboutou de s'élancer, on se bat alors surtout pour la médaille de bronze et elle sait qu'il lui faudra à peu de choses près un top pour y prétendre. Malheureusement, si l'américaine réussit le mouvement qui avait fait tomber la coréenne, elle tombe sur la réception et termine 5 points derrière la coréenne. La japonaise Mio Nonaka tentera elle aussi de remettre la médaille en jeu, mais elle tombera encore plus tôt au beau milieu de la section rouge en allant chercher une grosse réglette main droite. Arrive enfin la finale que tout le monde attendait et c'est Natalia Grossman qui s'élance en première. Comme attendu, elle sécurise rapidement la médaille d'argent et atteint la marque de sa compatriote à l'entrée de la section verte, mais elle tombera en voulant aller chercher la suivante, laissant une certaine marge de manœuvre à Ai Mori. La japonaise entre en piste, grimpe, atteint la marque de Natalia et prend un repos. Une prise avant l'or dans le plus grand des calmes, elle pose alors un petit regard vers le public et repart, prend la première place mais ne s'arrête pas là. Elle nous offre un petit show sur la dernière partie avant de tomber juste avant le top sur un gros mouvement dynamique et après un très gros combat. Ai Mori remporte donc la compétition et termine la saison en s'érigeant au même statut d'épouvantail que la Slovène Janja Garnbret. Derrière, Natalia Grossman attend encore son heure sur la difficulté, tandis que Cha Eun-seo complète un très beau podium. Et on est parti pour la finale homme maintenant. Au niveau de la line-up, pas vraiment de grosses surprises non plus. À domicile, on retrouve 5 japonais dont le grand favori de la compétition Tomoa Narasaki. Si celui-ci a vécu une année mi-figue, mi-raisin avec de bons résultats mais peu de victoires, notamment dans l'ombre de ses coéquipiers, il a tout de même moissonné les récents championnats asiatiques avec 3 médailles d'or en bloc, difficulté et combiné, de quoi remettre les pendules à l'heure. Avec lui, on retrouve tout de même ses compatriotes Yoshiyuki Ogata et Kokoro Fuji qui ont prouvé plus d'une fois cette année qu'ils avaient leur place à prendre en compétition et notamment en bloc. Et enfin Cocorico pour accompagner 5 japonais, un américain et un allemand. Notre tout jeune français Paul Jenft s'est qualifié in extremis pour la finale. Le français de 19 ans a pris une toute autre dimension cette année en participant également à ses premières finales de Coupe du Monde de bloc en faisant un vrai espoir pour ses épreuves de combiné. A noter que notre autre français Mejdi Schalk termine lui à la 11e place de la compétition. La compétition commence alors par le premier bloc et un départ en coordination avec un gros mouvement dynamique où il faut avaler le ballon puis se stabiliser tranquillement sur le top. Et on commence par 47 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu à Paul Jenft à peine entré en lice pour manger le bloc tout cru, ce qui augurait alors une bonne forme du français.
Et si tous les autres grimpeurs, à l'exception de Sean Bailey, toperont également le bloc, personne ne réussira la même performance flash que le français, et la plupart, dont Tomoa Narasaki, devront même s'employer, le précédent cité devront y mettre 4 essais. Le deuxième bloc commence alors par un départ sous un toit où l'on doit se redresser pour aller chercher la première zone, puis réussir à relancer pour aller chercher un module en inversé, et c'est là que le mouvement compliqué se présentera, aller tenir le ballon pour ensuite aller chercher le top. Ici, les méthodes essayées seront très diverses et là encore notre Paul James national va cartonner. Après un départ maîtrisé, il trouve un talon sur la série de modules qui lui permet de prendre l'inversé en tenant le ballon, et parce qu'une prise est superflue pour caler un talon, il le place simplement sur le mur pour se retrouver à 50 points sur 50 à mi-parcours. Au fur et à mesure des passages, on se rend alors compte que Paul vient peut-être de faire la différence sur ce bloc, et alors que personne ne réussit à l'imiter, voilà, arrive tout de même Tomoa Narasaki qui lui ne se fait pas avoir. Il enchaînera le bloc de manière spectaculaire en tenant le ballon à la seule force de sa main gauche contre le mur à plat et se jettera sur le top de la même manière. Si le troisième bloc commence par un autre mouvement de coordination, la suite sera bien différente, avec une dalle sur de petits pieds et des gros modules ronds très plats, mais cette fois-ci pas de 3 sur 3 pour notre français. Si je suis le premier à lui accorder le point du style pour son départ en cordo, il ne réussira malheureusement pas le dernier mouvement. Heureusement pour lui, Tomoa Narasaki ne fera pas mieux, atteignant déjà la seconde zone de justesse avant de rester encore plus bas sur le reste de ses essais. Le bloc restera finalement vierge de tout top et le classement sur un statu quo. Pour terminer l'épreuve, le quatrième bloc commence par un jeté sur bidois avant de relancer en épaulé sur un genre de plat pour aller finalement topper le bloc. Et pour son dernier passage, Paul nous sort encore le grand jeu. Il réussit le jeté du premier coup avant de relancer le deuxième mouvement en épaulé qu'il réceptionne en bidois pour un nouveau flash. Mais le bloc s'avère assez facile pour la majorité des grimpeurs et Paul ne pourra pas prendre plus d'avance sur son premier poursuivant Tomoa Narasaki qui mettra simplement quelques essais de plus. Derrière, ils sont plusieurs à enchaîner le bloc comme Kokoro Fuji, Yannick Floé et Rei Kawamata, grappillant des points précieux pour la suite de la compétition. Au niveau du classement, il n'y aura donc pas eu photo durant cette épreuve, et c'est en toute logique que Paul James prend la première place talonné de près par Tomoa Narasaki, mais derrière, si la situation peut rappeler celle de la finale femme, l'écart est tout de même moins grand, à peine plus d'une quinzaine de points sur le troisième Kokoro Fuji, et surtout les garanties de Paul sont moindres que celles d'Aimori. À ce moment-là, seul Sean Bailey semble réellement décrocher du podium, et même Taizé Oma, 7ème mais grand spécialiste de la diff, peut encore prétendre à quelque chose. La voie commence par une section bleu ciel assez classique avec pas mal de réglettes puis quelques pockets sur des modules noirs. Les grimpeurs devront ensuite traverser sur des macros orange avant d'arriver dans le toit de la voie avec 2 gros macros noirs qu'il faudra bien négocier pour ensuite arriver sur une section rouge avec pas mal de plats avant d'atteindre le top. Et le premier à s'élancer n'est autre que Paul, un top et c'est la victoire assurée pour lui. Oui mais voilà, si notre français grimpe bien et semble à l'aise, tout change à l'arrivée dans le toit où il semble opter pour une bêta très énergivore et tombera en essayant de caler un double coincé de genou, cherchant désespérément un repos. Paul termine donc avec 45 points de plus, mais cela semble bien peu pour espérer la médaille, et c'est le souffle court que nous attendrons les prochains passages. C'est ensuite Rei Kawamata qui prend sa chance, le japonais atteint lui aussi le toit, mais il se montrera aussi peu à l'aise que Paul à cet endroit, et essaiera d'aller chercher une pocket jaune légèrement plus basse, mais la ratera lui aussi, et restera donc derrière au classement. C'est ensuite à Kokoro Fuji de passer, le japonais a un gros coup à jouer, arrive lui aussi au toit, et réussit à caler une lolotte salvatrice qui lui permettra d'arriver dans la position de ses prédécesseurs de manière beaucoup plus agréable. Il continue alors en allant chercher la réglette, se calera tant bien que mal entre les deux macros noirs et tombe juste avant d'entrer dans la section rouge, mais avec 64 points, il passe devant Paul et prend une grosse option sur le podium. L'Allemand Yannick Floé était lui un petit peu plus loin au classement et devra donc aller chercher un tout petit peu plus loin que Kokoro pour dépasser Paul, chose qu'il ne réussira pas à un petit point près, soit une prise qu'il touchera du bout des doigts. C'est ensuite à l'américain Sean Bailey de passer malgré son faible total de points après le bloc, et malheureusement l'américain ne se montrera pas sous un meilleur jour, tombant au même endroit que Paul et ne réalisant que 70 points sur l'ensemble des deux épreuves. Après cet aparté, c'est au japonais Taizé Oma de grimper, et de grimper haut avec beaucoup de retard. Il doit tout miser sur sa domination sur le circuit de difficulté, et s'il atteindra la dernière section dépassant tous ses prédécesseurs, il ne pourra aller plus loin et terminera au pied du podium provisoire.
Il ne reste alors plus que 2 personnes à grimper, 2 espoirs de médaille et surtout 2 menaces pour Paul qui n'est plus qu'à un passage raté du podium assuré. Mais Yoshiyuki Ogata ne compte pas lui donner l'occasion de rêver, le japonais se montre impérial et atteint la dernière section avec une énergie remarquable. Il réussit même à relancer une dernière fois de la main gauche, se maintenir en campus quelques secondes avant de tomber, prenant au passage la première place provisoire. Il ne reste alors que Tomoa Narasaki et il faudrait un cataclysme pour que celui-ci ne déboute pas Paul du podium et spoiler alert, cela n'arrivera pas. Tomura atteint lui aussi la section rouge et s'il ne dépasse pas Yoshiyuki Ogata sur la discipline, son classement en bloc lui offre la victoire. Derrière, c'est une fin cruelle pour Paul James qui signe une magnifique 4ème place mais qui aurait mérité tellement mieux à la vue de sa surdomination en bloc. La compétition se termine donc avec un podium 100% japonais avec Yoshiyuki Ogata et Kokoro Fuji derrière Tomoa Narasaki. Avec celle-ci, c'est aussi le circuit officiel de 2022 qui arrive à son terme. Et de mon côté, j'espère en tout cas que ce nouveau format vous a plu. Comme je le disais en début de vidéo, il s'agissait plutôt d'un test pour le suivi des compétitions de l'année prochaine. En attendant, je vous invite à aimer la vidéo pour montrer votre soutien. Laissez un commentaire pour me dire ce que je devrais rajouter ou enlever de ce format et ce que je pourrais améliorer. Et surtout, je vous dis déjà à l'année prochaine pour le suivi de ces nouvelles compétitions. Tchuss!